Bonjour à tous, merci. Je me présente à nouveau, Benjamin Guillaumet, chef du service économie des filières à la FNSEA. Je vais vous faire une présentation de la loi Besson-Moreau, Egalim 2, dans ses grandes lignes, en 3 parties avec, tout d'abord un peu, ce qui nous concerne le plus à l'amont de la filière, la contractualisation entre producteurs, et le premier acheteur. On va voir un peu, ce qui est en cours, de ces termes. Ensuite, les relations avec la grande distribution et ce qui change après Egalim 2. Et puis dans un troisième temps, les questions d'étiquetage, et d'information aux consommateurs. Et puis en plus ensuite on verra, pour terminer, un peu la stratégie, l'ambition syndicale de tout ça. Effectivement, il y aura, des séquences pour, poser, toutes les questions et rentrer un peu dans le détail, pour ce qui mérite d'être un peu explicité par rapport à la présentation, du diaporama, qui est d'ores et déjà disponible sur extranet de la FNSEA, mais que l'on vous retransmettra, à l'issue du webinaire. Donc je démarre et en vous refaisant un peu le contexte, de cette loi, qui est arrivée il y a moins d'un an. On a eu, d'abord, je vais pas refaire toute l'histoire, mais les États généraux de l'alimentation en 2017, avec, 2 gros axes, hein, à la fois la répartition de la valeur et aussi, la montée en gamme de l'agriculture et des filières. La condition qu'avait posée le président de la République à la mise en œuvre de ces éléments-là, c'était que, les filières et les interprofessions s'engagent sur des stratégies, elles se sont, ainsi engagées à rédiger des plans de filière qui sont aujourd'hui, mis en œuvre ou qui continuent à l'être. Et à côté de ça, il y avait, un engagement du gouvernement à, prévoir une loi que l'on a appelée Egalim à l'époque, Egalim 1, pour, répartir davantage, de manière équilibrée la valeur dans la filière. Il y avait notamment, des mesures sur la contractualisation qui ont depuis été renforcées avec Egalim 2 et puis il y avait des mesures qui, sont toujours en vigueur sous la forme d'une expérimentation prolongée, qui sont le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions, sur lesquels je reviendrai pas parce que la loi Egalim 2 n'y a pas touché, mais c'est juste pour que vous l'ayez en tête parce que, c'est un complexe, enfin, un ensemble, du dispositif qui est assez, complet avec, le volet sur l'aval de la filière, la partie consommateur et puis le volet sur l'amont de la filière avec la partie contractualisation. Donc le bilan, il a été un peu compliqué à tirer de la loi Egalim, c'est pour ça qu'il y a eu une mission qui a été, confiée à l'ancien patron de Système U, Serge Papin, qui avait un peu pour ambition de regarder ce qui avait marché, ce qui avait moins bien marché dans la loi Egalim et ensuite de tirer des enseignements sur ce qu'il fallait corriger, soit de l'ordre du législatif, soit, de l'ordre plutôt de la volonté, la discipline des opérateurs. Rapidement, Serge Papin s'est orienté vers des corrections qui nécessitaient de revoir la loi. Ce sur quoi, au niveau de la FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, on était, assez d'accord, c'est qu'il y avait des éléments sur lesquels nous n'avions pas été entendus, qu'il fallait, revoir dans, la rédaction, du dispositif, législatif. Ça a donné lieu à une proposition de loi, Besson-Moreau, des députés. Donc contrairement à Egalim 1, c'est pas le gouvernement qui a proposé la loi, mais c'est venu de la part des députés, de la majorité et ces députés de la majorité ont, proposé un texte assez court, hein, en 5 articles à la base, pour corriger, quelques éléments d'Egalim. Le texte a ensuite été, il y a eu une lecture d'abord à l'Assemblée nationale assez rapide, puis une lecture au Sénat en septembre et une promulgation de la loi qui a été, au Journal officiel, le 18 octobre 2021 avec finalement une opérationnalité immédiate sur la partie, aval de la filière. C'est-à-dire les négociations commerciales qui sont, en cours entre la grande distribution et ses fournisseurs. Tout ça, je vais y revenir, mais c'est pour que vous voyez un peu calendrier, le fait que la loi est d'ores et déjà en vigueur sur un certain nombre de ces dispositions.
avec des décrets qui sont déjà parus sur, des éléments aussi liés à la contractualisation et d'autres décrets que l'on attend, qui paraîtront au fil de l'eau, courant 2022. Donc ça, c'est un peu pour le contexte général. Juste pour dire un mot aussi sur le bilan d'Egalim, il est compliqué à tirer parce que Egalim, c'était, une loi, puis des ordonnances. Donc entre, je vous disais, les états généraux de l'alimentation 2017 et les dernières ordonnances avril 2019, il y a eu tout un laps de temps où il était compliqué de mettre en œuvre totalement la loi Egalim. Et pour autant, il y avait des attentes fortes en matière de rémunération des agriculteurs et il y avait, donc derrière, finalement qu'1 an pour faire le bilan puisque 2020 a été un peu tronqué, par, les confinements successifs et du coup, l voilà, le fait que certains débouchés, étaient fermés a compliqué l'évaluation, d'Egalim sur le plan de la rémunération. On peut quand même estimer qu'il y a eu un impact positif sur le secteur laitier, mais insuffisant. Ce qui fait que, même pour le secteur laitier, il y a de fortes attentes pour, l'aboutissement en termes de rémunération, de répartition de la valeur sur Egalim 2. Donc la loi Egalim 2, c'est, venir un peu compléter, améliorer le dispositif Egalim sur un certain nombre de points, en matière de, contrats tout au long de la chaîne. Donc il y avait des principes qui avaient été édictés dans les états généraux de l'alimentation qui sont toujours en vigueur, mais qui ont été un peu renforcés avec Egalim 2. Le premier principe, c'est que le contrat dorénavant, il est proposé, par le producteur ou par son organisation de producteurs à l'acheteur et non plus l'inverse, puisque, dans toute relation commerciale finalement, c'est le producteur qui, ou c'est le vendeur qui, propose, un prix et qui propose des conditions de vente. Nous-mêmes comme lorsque nous sommes, consommateurs, c'est pas nous qui, donnons, ou, demandons un prix, à notre vendeur. Eh bien, on s'est le principe a été, dupliqué sur l'agriculture pour dire que le producteur, avait la capacité de proposer un prix et donc un contrat à son acheteur. Donc ça, c'était un peu, le grand principe d'Egalim qui a été, consolidé avec Egalim 2 et après il y a eu, à l'intérieur de ce contrat, différentes, conditions qui ont été posées par la loi. Notamment que le prix doit être construit en fonction, d'indicateurs, notamment des indicateurs de coût de production et de prix de marché. La loi dit, notamment, après Egalim 2, que l'on démarre la négociation à partir de la référence aux indicateurs de coût de production et qu'ensuite, après la négociation, on a un prix qui est fixé en fonction d'indicateurs de coût de production, d'indicateurs de marché, éventuellement d'indicateurs liés à la qualité, à des cahiers des charges. Il y a un élément, spécifique à tout ça, sur lequel je vais revenir aussi par la suite, hein. Tout ce que je dis là, je vais l'expliciter, juste après, mais c'est pour vous donner, les grands principes, d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est que les adhérents, les associés coopérateurs, les adhérents à des coopératives ou à des organisations de producteurs avec transfert de propriété, sont aussi concernés par Egalim et Egalim 2. Parce que, dans les coopératives, on a des statuts et des règlements intérieurs qui formalisent un peu la relation, contractuelle, dans lesquels il doit y avoir des effets similaires au sens de la loi pour, prévoir que la rémunération prenne en compte, par exemple, les indicateurs de coût de production. Donc ça, c'est un préalable pour vous dire qu'il n'y a pas, de relation, contractuelle qui soit mise de côté, par, le schéma Egalim. Donc ça, c'est la partie amont, c'est-à-dire producteur, premier acheteur ou producteur, adhérent d'une coopérative. Ensuite, lorsque, l'on est après le premier acheteur ou après la coopérative, la logique, d'Egalim 2 dorénavant, c'est d'avoir une succession de contrats dans lesquels le prix qui aura été défini à l'amont, donc ce prix qui est un mix entre les indicateurs de coût de production et les indicateurs de marché, il est dorénavant non négociable. C'est-à-dire que la négociation pourra porter sur tous les autres éléments du produit fini, l'emballage, l'énergie et cetera, mais pas sur la matière première agricole et ce prix-là, il sera non négociable d'un bout à l'autre de la chaîne, selon que la chaîne soit courte ou longue,
jusqu'au distributeur. Donc ça, c'est aussi la grande nouveauté, c'est que, pour prendre d'autres mots, on sécurise, on sanctuarise, le prix de la matière première agricole jusqu'au distributeur. Voilà un peu la logique, des contrats qui sont obligatoires à l'amont, qui démarrent par une proposition du producteur qui est basée sur les indicateurs de coût de production, une négociation avec l'acheteur dans laquelle on va intégrer des références au prix de marché, des coopératives qui prévoient de revoir et de mettre à jour leur statut et leur règlement intérieur pour se conformer à Egalim 2, et puis ensuite des contrats d'un bout à l'autre de la chaîne qui sécurisent le prix de la matière première agricole. Donc voilà la logique un peu théorique, d'Egalim 2, après, le vote de la loi et sa promulgation. Donc maintenant je vais rentrer un peu dans le détail. Ça, c'est la logique générale. Maintenant, il faut bien, essayer de comprendre l'enchevêtrement des dispositions juridiques, pour, construire et aider au mieux les agriculteurs à formaliser ces contrats. Comme je le disais, Egalim 2, c'est, une reprise des fondamentaux d'Egalim, notamment un qui est même plus large qu'Egalim, hein. C'est, un des fondamentaux de la contractualisation, c'est qu'un contrat, c'est, un prix, un volume et une durée, à minima. C'est dorénavant, comme je le disais, depuis les EGA, une proposition de contrat qui est à l'initiative des producteurs ou de l'organisation de producteurs sans transfert de propriété. Heu et une obligation pour l'acheteur de répondre à cette proposition de contrat, de justifier s'il n'est pas d'accord, de justifier son refus, et la proposition de contrat a une valeur juridique puisqu'elle devra être annexée au contrat qui est signé, à la fin de la négociation. C'est important parce que c'est le moyen pour les contrôleurs de l'État, la DGCCRF, de regarder s'il y a un décalage entre ce que le producteur avait proposé initialement et ce qui a été conclu et ce qui est donc payé au producteur pour, la marchandise livrée. Donc s'il y a un décalage trop important, ça peut être un élément de sanction pour l'acheteur. Ça s'applique tout ça aux produits qui sont livrés sur le territoire français, donc aux produits agricoles livrés sur le territoire français. C'est important, ça cadre un peu, c'est qu'on est bien sur une transaction qui a lieu sur le territoire français. Donc les contrats dorénavant sont obligatoires, de 3 ans minimum et concernent les producteurs avec leur premier acheteur et on peut avoir le corollaire, sur les accords cadres qui sont en fait des contrats, mais à l'échelle d'une organisation de producteurs sans transfert de propriété, qui sont notamment développés dans la filière bovine avec les organisations de producteurs LVA, qui vont formaliser des accords cadres avec leurs acheteurs. Et donc là, de la même manière, ces accords cadres seront obligatoires et de 3 ans minimum entre l'OP et l'acheteur. Ce qui n'exonère pas, je le précise, les producteurs membres de l'OP sans transfert de propriété de signer un contrat avec le même acheteur. Ces contrats devront, prévoir une clause de révision automatique du prix pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire pendant les 3 ans minimum, si le prix est fixe au contrat. Donc, pour définir un prix, il y a 2 modalités. Soit on dit qu'il est fixe et ferme dans le contrat, donc il y a une valeur, en euros qui est indiquée dans le contrat et à ce moment-là, il faudra prévoir des modalités de révision de ce prix puisqu'on ne pourra pas garder le même prix pendant toute la durée du contrat en fonction, de l'évolution, notamment des charges et du marché. Ça, c'est la première option. L'autre option, c'est qu'on ait un prix qui soit déterminable, au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est conditionné à des indicateurs dont je parlais tout à l'heure, qui est conditionné à une formule de prix et dans ce cas-là, le producteur doit avoir connaissance du prix effectivement payé un jour avant la livraison. Ça, c'est, tiré du secteur laitier. Donc je vais rentrer un peu dans le détail de cette deuxième manière de fixer le prix, hein, le prix déterminable, puisque la première modalité qui est un prix fixe avec une clause de révision automatique, s c'est finalement assez simple. Ce que je peux juste préciser, c'est que la clause de révision automatique du prix doit elle aussi prendre en compte ces indicateurs sur lesquels je vais un peu plus m'étendre. Donc les indicateurs, ils sont de 3 types.
les indicateurs de coûts de production, les indicateurs de marché et puis les indicateurs de qualité qui sont liés à un cahier des charges, à une origine, à une traçabilité. Ils sont utilisables, les indicateurs, dans la clause de révision du prix si on a un prix fixe ou dans la formule pour fixer le prix déterminable, et qui évoluera donc au fur et à mesure, de l'évolution, des indicateurs. On démarre la négociation, comme je le disais tout à l'heure, sur une référence aux indicateurs de coût de production, donc c'est le socle de la détermination du prix et de la négociation, ce qui ne veut pas dire que c'est l'atterrissage de la négociation, mais c'est en tout cas le démarrage et ensuite on a une libre négociation. On est très encadré par, le droit et par le régime communautaire. Il faut que les parties au contrat soient libres de négocier un prix, et la manière dont ils souhaitent prendre en compte. Donc là, la manière de prendre en compte, ça fait référence notamment à la pondération des indicateurs. Est-ce que l'on va mettre 30 devant l'indicateur de coût de production, 50, 70 et inversement devant l'indicateur de prix de marché? Ça, c'est une négociation qui est libre entre les parties. Par contre, ça doit être très explicitement indiqué au contrat quelle pondération a été retenue et quelle pondération fait l'objet d'un accord entre les parties à l'issue de la négo et dans le contrat signé. On applique les indicateurs sur l'ensemble des volumes au contrat et pas sur une petite partie et le reste, on dit c'est le prix de marché. Ça s'applique sur l'ensemble des volumes au contrat. Donc l'autre sujet, c'est d'où proviennent les indicateurs finalement? L'élaboration des indicateurs, c'est normalement une mission qui est confiée aux interprofessions depuis Egalim et c'est une mission qui a été, largement remplie pour la plupart des interprofessions. Mais il se trouve qu'il y a certaines filières dans lesquelles il n'y a pas d'indicateurs qui sont publiés par les interprofessions, donc la loi Egalim 2 prévoit dorénavant qu'il y ait un recours aux instituts techniques agricoles pour qu'ils puissent élaborer et diffuser les indicateurs en cas de défaut d'une interprofession. À côté de ça, et vous l'aurez peut-être, déjà noté, c'est que, l'Observatoire des prix et des marges qui dépend de FranceAgriMer publie un tableau de bord, qui sera trimestriel avec l'ensemble des indicateurs, notamment de coûts de production, donc il est d'ores et déjà disponible et qui, voilà, vous donne les informations, là, il est même plus large que les indicateurs de coûts de production, il vous donne les informations pour trouver les indicateurs de marché, de coûts de production dans toutes les filières. S'ils existent bien sûr et si les interprofessions ont fait le boulot et à défaut, FranceAgriMer propose d'autres indicateurs. Une spécificité pour le secteur sucrier qui est réintégrée à Egalim 2 sous, cette notion de transparence et de diffusion, d'indicateurs, ce qui n'était pas le cas dans Egalim 1. Pour fixer le prix, il y a une expérimentation, qui est lancée dans le secteur, bovin viande, qui est de fixer le prix en fonction d'un tunnel de prix. Donc vous avez l'illustration à l'écran. Le tunnel de prix, c'est obligatoire dorénavant dans les contrats, en viande bovine. C'est avoir un prix minimum, un prix maximum qui est déterminé dans le contrat et par les parties et à l'intérieur, on a un prix qui fluctue qui est conditionné, comme je le disais auparavant, par les indicateurs, de coûts de production et de prix de marché, sauf si, les parties ont décidé que c'était un prix fixe. Donc là, le prix minimum et le prix maximum, c'est des prix qui sont indiqués en valeur absolue dans le contrat. Ce sera dorénavant obligatoire avec une sanction, s'il n'y a pas, ce tunnel de prix dans les contrats. Ça, c'est spécifique à la viande bovine, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas dans d'autres filières, ça existe déjà, mais dans les autres filières, ce sera à la liberté des parties de choisir ou pas une modalité comme un tunnel de prix pour, calibrer un peu la manière dont fluctuera le prix, dans la vie du contrat. Maintenant, les dates d'entrée en vigueur de la contractualisation, donc ça y est, on a passé le 1er janvier 2022, donc il y a des secteurs pour lesquels la contractualisation est obligatoire, en plus des secteurs laitiers, puisque ça, c'était déjà le cas, mais je les ai réindiqués dans la diapositive. Donc dorénavant, ce qu'il faut redire, c'est que la filière viande bovine est sous contractualisation obligatoire, sauf le broutard qui lui sera sous contractualisation obligatoire à partir du 1er juillet, mais la filière viande bovine est d'ores et déjà, concernée par ce contrat obligatoire, plus, les porcs castrés, depuis le 1er janvier.
1er octobre, il y aura la filière lait de brebis et puis ensuite 1er janvier 2023, il y aura toutes les autres filières, notamment les autres catégories de bovins, issus du troupeau laitier. Alors, j'en viens du coup aux exceptions puisque je dis toutes les autres filières, mais sauf exception, puisqu'il y aura des filières qui pourront décider, de ne pas être dans la contractualisation obligatoire, donc soit via leur interprofession, soit via un décret qui sera pris en Conseil d'État, durant le 1er semestre de cette année. D'ores et déjà, on sait que ce sera le cas de la filière fruits et légumes frais. Ce qui n'empêchera pas un producteur, dans cette filière de, pouvoir contractualiser avec un contrat écrit. C'est juste qu'il ne sera pas soumis à une obligation d'en avoir un. Par contre, s'il le souhaite, il pourra en avoir un et ce contrat devra être conforme à Egalim 2 et il pourra aussi, s'il le souhaite, demander à son acheteur une proposition de contrat, s'il souhaite avoir un contrat écrit. D'autres exemptions, c'est notamment le cas des filières, céréales, oléopro et certainement semences, qui ne seront dans la contractualisation obligatoire, mais qui ne seront pas dans la contractualisation pluriannuelle de 3 ans, mais qui resteront sur des contrats obligatoires, mais de 1 an, sans clause de révision automatique du prix. Ensuite, il y a des exonérations qui viennent d'être publiées, la semaine dernière en fonction de la catégorie et de la taille, des entreprises. Donc dans le secteur laitier, il y avait déjà cette exonération, puisque le secteur laitier était déjà soumis à la contractualisation obligatoire. Ça concerne les entreprises, donc là on parle des acheteurs qui ont des chiffres d'affaires de moins de 700 000 €. En viande bovine, ce sera des entreprises acheteurs ont des chiffres d'affaires de moins de 100 000 €. Ça concerne très peu de monde, hein, puisque même des boucheries, seront du coup, embarquées dans la contractualisation obligatoire, puisqu'en général ça dépasse les 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. Sur le porc, on est en dessous de 780 000 € et les producteurs peuvent aussi bénéficier d'une exonération, mais là encore, ça ne va pas exonérer beaucoup de monde, puisque ce sera en dessous de, 10 000 € de chiffre d'affaires annuel que l'on pourra être exonéré de la contractualisation obligatoire. À noter aussi que ça ne s'applique pas à la contractualisation obligatoire à tout ce qui est vente sur les marchés de gros, donc sur les foires aux bestiaux notamment, sur les marchés, d'intérêt national et à la vente directe ou à la vente aux associations caritatives. Donc ça, ce sont les exemptions de fait qui sont inscrites dans la loi. La loi Egalim 2, elle complète aussi les dispositions, de sanctions des acheteurs. Donc je reviens pas dessus, mais c'est important, de le rappeler, c'est qu'Egalim prévoyait déjà des sanctions à hauteur de 2 du chiffre d'affaires si le contrat n'était pas conforme à la loi, si, l'acheteur ne faisait pas de réponse à la proposition de contractuelle, ne la justifiait pas et cetera. Egalim 2 a ajouté 2 pratiques qui peuvent être sanctionnées, notamment une pratique qui est à nouveau issue du secteur laitier, c'est que lorsqu'un acheteur voulait corriger le prix parce que son concurrent avait corrigé le prix payé au producteur à la baisse, heu, cette clause est dorénavant interdite. C'était la clause que l'on appelait d'environnement et l'autre pénalité qui était imposée au producteur s'il ne remplissait pas, son engagement en volume, à cause d'aléas climatiques ou sanitaires, ce sera dorénavant interdit d'imposer une pénalité dans ce cas-là. Ça renvoie un peu à ce que l'on connaît dans le code civil, avec, les cas de force majeure. Donc ça me permet d'arriver sur le sujet des litiges. Les litiges au contrat peuvent avoir 2 issues dorénavant. Jusqu'à présent, on disait que tout litige au contrat, avant d'aller devant le juge, ce qui était quand même assez rare pour les producteurs d'aller voir le juge et certainement aussi coûteux parce qu'il fallait engager des frais en termes de procédure avec un avocat, il fallait avant tout passer par la médiation. Cette procédure de médiation était inscrite dans la loi, depuis la loi d'avenir, donc avant les EGA. Elle a été renforcée par les EGA et malgré ça, on constatait qu'il y avait un certain nombre de médiations qui traînaient en longueur alors que la loi disait que c'était qu'1 an, mais certainement parce qu'il n'y avait pas de moyen de résoudre un litige à l'issue de cette médiation. Puisque pour qu'une médiation fonctionne, il faut que les parties au contrat aient envie que ça fonctionne.
Un médiateur ne reste qu'un médiateur, n'est pas un juge. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de dire qu'à l'issue d'une médiation, qui dorénavant, sera toujours d'1 mois, mais à l'issue d'1 mois de médiation, qui n'aura pas forcément donné satisfaction, les parties au contrat, donc les producteurs ou l'OP, pourront saisir un nouveau comité qui a été créé par la loi, qui s'appelle le comité de règlement des différends commerciaux agricoles et qui pourra trancher de manière conservatoire un litige, et rendre publiques ses décisions. Il tranchera et il pourra fixer de manière conservatoire un prix avec une astreinte financière pour, le récalcitrant. Donc ça sera forcément un peu dissuasif et ça permettra certainement de résoudre un certain nombre de litiges avant d'aller voir le juge, puisque le juge pourra toujours être la solution à l'issue, de la saisie de ce comité. Il y a des filières qui ont des dispositifs d'arbitrage spécifiques, notamment les céréales et les fruits et légumes, qui conserveront leurs dispositifs spécifiques, et qui n'auront pas, possibilité d'aller voir ce comité, de règlement des différends commerciaux agricoles. Donc ce comité, il est spécifique à l'amont agricole et il ne concernera que les relations dont je viens de parler entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Donc il est vraiment c'est un dispositif public, tout comme la médiation des relations commerciales agricoles, c'est un dispositif public qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui est à disposition des producteurs pour pouvoir trancher et résoudre un litige de manière plus simple que de saisir le tribunal. Donc j'en viens à la situation, particulière, mais à l'intérieur de la loi Egalim et Egalim 1 et 2, des coopératives et des membres des coopératives. Donc là, ce que je vais dire finalement, c'est pas lié à Egalim 2, c'est lié avant tout à Egalim et une ordonnance spécifique qui a été prise durant, à la suite de la loi Egalim. La loi Egalim dit qu'il n'y a pas de contrat au sens que je viens de décrire, c'est-à-dire commercial entre le producteur qui est membre d'une coop et sa coop, à la condition que les statuts et le règlement intérieur de la coopérative prévoient des effets similaires à la contractualisation. Ça veut dire que la coopérative doit proposer un certain nombre de documents statutaires à ses associés coopérateurs. L'un d'entre eux est, ce qui existait déjà dans un certain nombre de coopératives, le document unique récapitulatif, qui est envoyé une fois par an aux associés coopérateurs et dans lequel est rappelée notamment la date d'échéance de l'engagement, les modalités de la coopérative, le capital social souscrit par chaque associé coopérateur, les quantités à livrer, et cetera. Ensuite, il y a des éléments qui doivent être proposés et indiqués aux associés coopérateurs en matière de transparence sur le prix payé. Ça concerne notamment les critères et modalités de détermination du prix des apports. Donc là, on doit faire référence dans le règlement intérieur à la manière de prendre en compte les indicateurs dont je parlais tout à l'heure pour le prix de base. Et ce prix, qui est indiqué dans le règlement intérieur, doit ensuite être explicité lors de l'assemblée générale pour vérifier s'il est respecté dans le prix qui est payé ou s'il y a un écart avec le prix payé et à ce moment-là, la coopérative s'engage à justifier cet écart. C'est bien faut bien comprendre qu'elle s'engage à justifier toute différence entre, le prix, de base qui était prévu au règlement intérieur et le prix qui est effectivement payé. Ça, c'est hors acompte et complément de prix puisque ça vient ensuite et que ça doit aussi être une information communiquée aux associés coopérateurs au moment, de l'AG et notamment après l'AG dans le document récapitulatif. S'il y a des litiges, à nouveau, au sein d'une coopérative, entre des associés coopérateurs et une coopérative, il y a un médiateur de la coopération qui existe et qui est, à nouveau, nommé par le ministre de l'Agriculture et qui peut être saisi, pour, tout litige lié, au fonctionnement d'une coopérative, à la question du prix, à la question, d'un retrait, qui n'est pas accepté par la coopérative et cetera. Donc il y a des médiations qui peuvent être conduites dans ce cadre-là. Tout ce que je viens de dire auparavant, c'est contrôlé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Donc c'est contrôlé et il y aura un bilan qui sera, proposé au fur et à mesure des contrôles,
avec, notamment des sanctions qui peuvent avoir lieu, hein, puisque si, le Haut Conseil de la coopération agricole constate, qu'il y a des procédures prévues par la loi Egalim qui ne sont pas respectées, ça peut aller de l'avertissement mineur, majeur, jusqu'au, la sanction ultime qui pourrait être, le retrait de l'agrément. Donc, il y a tout un dispositif pour contrôler que la loi Egalim est aussi appliquée du côté des coopératives. À noter que lorsqu'il y a une relation entre un agriculteur qui n'est pas membre de la coopérative, mais qui est qualifié de tiers non associé et la coopérative, à ce moment-là, on est dans l'ordre du contrat écrit comme je le décrivais jusqu'à présent et la coopérative est considérée pour le coup comme un acheteur, puisque là, on n'est pas dans une relation entre associé coopérateur et coopérative. Et pour votre bonne information aussi, en ce moment, il y a une mission parlementaire à l'Assemblée nationale qui traite notamment du sujet de la gouvernance des coopératives, du rôle de la coopération, dans son ensemble. Donc voilà pour la première partie qui concernait les relations, contractuelles entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, vraiment, spécifiques à l'amont agricole et peut-être qu'avant de passer à la partie, aval, et dispositions qui sont plus liées à la grande distribution, on peut prendre une série de questions, ce qui permettra de reprendre, et de repréciser certains points s'il y a des questions. Ouais, moi je vais en avoir une. Ouais. Bonjour, je me présente Paul Débert, conseiller bovin-viande pour la Chambre d'agriculture Loir-et-Cher. J'ai une question. Nous, on calcule les coûts de production, mais de l'exploitation, enfin d'une exploitation par exemple. Est-ce qu'un éleveur peut utiliser son coût de production personnel pour la réalisation de son prix de son contrat? Alors la loi, elle dit qu'il faut utiliser des indicateurs de coûts de production, et que, et la phrase juste après, c'est que les indicateurs proviennent normalement des interprofessions. S On qualifie ces indicateurs d'indicateurs de référence. D'accord? Ce qui n'empêche pas, d'utiliser d'autres indicateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sanctionné si on utilise d'autres indicateurs. Par contre, utiliser, là, du coup, dans la question, ce ne serait pas un indicateur, mais ce serait une donnée en valeur absolue qui est liée à l'exploitation elle-même. Oui, oui, plutôt, oui. J'ai envie de dire, s au sens juridique du terme, ça peut être un indicateur comme un autre, puisque, derrière, il y a un coût de production qui est calculé à partir, d'une méthodologie qui est certes différente de celle de l'institut technique, mais ça c'est un indicateur. Donc à mon sens, c'est pas sanctionnable si c'est le choix du producteur que d'aller vers cette direction-là. D'accord, parce que enfin, c'est un indicateur qui sont sur la base, il me semble, sur la base d'un élevage code, le métier en fait que nous on utilise. Donc après, ça peut être une moyenne, par exemple, entre la référence et le coût de production réel de l'exploitant, je Ouais. suppose. OK. Ouais, ça a un peu Bon, bah, coupé, je ne sais pas si ça a coupé pour tout le monde, ah, mais moi j'ai compris que oui, c'était lié à la méthodo de Lidl, c'est ça? Et ouais, que, c'est ça. une moyenne avec ce qui était fait, avec votre échantillon et la base de Lidl, c'est ça? Et ben, éventuellement ou alors, Oui. enfin, par exemple, une exploitation, A, je calcule derrière son coût de production, et du coup, ça me donne son prix de revient et cetera. Je pense qu'on peut éventuellement faire une moyenne entre l'indicateur coût de production de référence et le coût de production réel de cet éleveur. C'est enfin là, si je réponds sur un plan juridique, c'est possible, c'est tout à fait possible parce que, comme je le disais un peu, c'est écrit, dans cette diapo, il y a une libre négociation entre les parties sur ce qui doit être pris en compte, pour fixer le prix. Donc, la loi donne un cadre, mais on peut pas aller plus loin pour dire, c'est uniquement cet indicateur et ça peut pas être un autre. Après, donc voilà, sur le plan juridique, je vois pas de problème. Après, la question, elle est plutôt une question d'opportunité, au sens économique, hein. C'est est-ce que par rapport aux indicateurs nationaux, c'est plus pertinent ou pas, de les utiliser, voilà. Mais ça, D'accord. après, faut regarder dans le détail, mais voilà, sur le plan juridique,
c'est pas possible de dire que le producteur n'a pas le droit d'utiliser d'autres indicateurs. OK, ça marche, merci. Là, par contre, si je vais apporter un complément, c'est que si par contre le producteur ou l'OP, sans transfert de propriété, fait le choix de proposer un contrat avec l'indicateur de référence qui est celui de l'interpro, et que derrière l'acheteur répond: «Moi je ne veux pas cet indicateur-là, je veux prendre l'indicateur, qui a été créé, pour moi, heu, par un économiste, maison». Là pour le coup, ça pourra faire partie, des litiges contractuels qui peuvent aller en médiation et ainsi de suite jusqu'à une sanction parce que, si tant est que l'indicateur en question entraîne un prix, fortement dégradé par rapport à l'indicateur interprofessionnel. Là, c'est une situation différente puisque ce serait, aller à l'encontre du choix, initial du producteur et donc de la proposition contractuelle. D'accord, OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Également par rapport au tunnel de prix, est-ce que c'est mentionné quelque part qu'il faut, un delta maximum entre le minimum et le maximum? Non. Non, non, absolument pas. C'est vraiment, la liberté des parties que de fixer la borne minimale, la borne maximale et à nouveau, les contraintes juridiques, mais les mêmes, hein, que celles que je viens de décrire pour, le choix de l'indicateur et la manière de le prendre en compte, font que la loi et le décret d'application ne peuvent pas aller plus loin pour déterminer comment est-ce que, on fixe les bornes. OK. S'il y a pas d'autres questions, je continue et puis de toute façon, on pourra revenir sur cette partie-là, à l'issue de la présentation, puisque peut-être que la deuxième partie fera naître, aussi d'autres questions puisque c'est comme je le présentais un peu sur le schéma de départ, quand même, totalement imbriqué que la relation amont et la relation aval. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, avec le schéma, que j'ai présenté au départ, lorsque l'on sort, de la coopérative par exemple, ou lorsque l'on est après, le premier acheteur de produits agricoles, on a une relation commerciale qui est et donc un contrat qui est différent au sens où ce n'est plus un prix qui va être fixé en fonction d'indicateurs, mais c'est un prix qui va être défini comme non négociable dans la relation commerciale avec l'acheteur de l'acheteur, en fait. Ainsi de suite jusqu'au distributeur si on est sur une chaîne longue. Là, on parlait de la viande bovine, en l'occurrence, c'est le cas. Par exemple, le négociant avec l'abatteur, à partir de là, le prix de la matière première agricole est non négociable et ainsi de suite jusqu'au distributeur. Donc sans rentrer dans le détail, mais vous l'avez à l'écran et puis vous l'aurez, après, lorsque vous aurez le diaporama, c'est qu'il y a différentes modalités pour afficher, heu, le prix de la matière première agricole qui est non négociable. Donc des modalités qu'on appelle de transparence. Il y en a plusieurs parce que soit on parle d'un produit un peu unique, donc c'est sûr qu'un morceau de viande, il y a qu'une seule matière première agricole, mais quand on est sur des produits transformés avec plusieurs matières premières agricoles, il fallait aussi essayer d'imaginer un dispositif qui soit à la fois simple pour vérifier qu'on a une matière première agricole qui est non négociable et en même temps pas trop complexe, pour, les fournisseurs, lorsqu'ils construisent leurs conditions générales de vente, pour, les négociations commerciales. Donc il y a 3 schémas. Il y en a 2 où, on donne une information dans les conditions générales de vente qui est en fait, la même chose qu'une proposition de contrat. Soit on le fait matière première par matière première et on donne à ce moment-là un pourcentage en volume de ce que représente la matière première agricole dans l'ensemble de la composition du produit, et la même chose sur la part que cela représente dans le tarif. Soit on le fait sur l'ensemble de la matière des matières premières agricoles qui composent le produit, soit troisième option, on fait on a recours à un tiers de confiance qui peut notamment être le commissaire aux comptes et qui viendra attester.
que l'évolution de tarifs à la hausse que l'on demande par rapport aux tarifs de l'année précédente est liée à une augmentation de la matière première agricole. Et ce même tiers de confiance interviendra en fin de négociation pour vérifier que la négociation n'a pas porté sur la matière première agricole au regard des informations que lui a en sa possession, puisque le tiers de confiance est là justement pour engranger les informations et attester auprès du distributeur, par exemple, leur véracité. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour expliquer la logique. Ça, c'est d'un bout à l'autre de la chaîne et la logique est aussi que les contrats qui sont passés entre, les intermédiaires, et la grande distribution soient de plus en plus pluriannuels. C'est pas une obligation comme pour l'amont, c'est toujours possible d'avoir des contrats annuels et on fera le bilan, bientôt pour voir s'il y a de plus en plus de contrats pluriannuels ou pas. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des contrats de 3 ans à l'amont et des contrats de 3 ans à l'aval, avec ce même mécanisme de révision automatique du prix, de la matière première. Et de la même manière, on va utiliser les indicateurs pour réviser ce prix, tout au long de l'année ou tout au long, des 2 ans ou des 3 ans. Donc, sur ce tiers indépendant, voilà, j'en ai dit quelques mots, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que cette non négociabilité de la matière première agricole dans la relation aval de la chaîne, elle s'applique à un certain nombre de produits, sauf, à nouveau, exceptions qui ont d'ores et déjà été, publiées en fin d'année dernière. C'est pas, adapté à certains produits, d'où l'exemption. C'est notamment le cas des fruits et légumes frais, dont la pomme de terre de conservation. Alors, pomme de terre de conservation, c'est un peu, particulier puisque pour le coup, la décision a été prise, contre l'avis des producteurs qui ont été mis en minorité dans leur interprofession. Donc là, il y avait un peu un dissensus, ce qui n'était pas le cas du secteur des fruits et légumes frais où producteurs et aval de la filière étaient d'accord pour se dire que c'était pas très adapté à leur filière que cette non négociabilité dans, les négociations commerciales. L'ensemble du secteur des boissons n'est pas concerné non plus, donc boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées et l'ensemble des, céréales et oléoprotéagineux bruts, c'est-à-dire au niveau de la première transformation, alors avant la première transformation ne sont pas concernés. Par contre, tout ce qui est après la première transformation sont concernés, par la non négociabilité. Donc typiquement, un fabricant de biscuits, un fabricant de sachets de farine pourront appliquer la non négociabilité de la matière première agricole dans leur relation avec le distributeur. Les grossistes ne sont pas non plus concernés, puisqu'il y avait un sujet qui était que les grossistes ne peuvent pas répercuter lorsqu'ils sont, après face à un acheteur public, l'acheteur public lui n'a pas capacité, enfin en tout cas au sens juridique du terme, par le code des marchés publics, à répercuter comme le ferait un distributeur vis-à-vis du consommateur, les hausses de prix. Donc pour cette raison-là, les grossistes ont été exemptés, ce qui n'empêche pas qu'il y a tout un travail à mener avec la restauration hors foyer pour que, cette prise en compte des coûts de production puisse se faire d'un bout à l'autre de la chaîne, puisque vous l'avez vu au préalable, ça se fait sur l'amont. Donc il faut quand même qu'il y ait une, prise en compte dans le reste de la chaîne, RHF de, cette, prise en compte des coûts de production agricole. Donc voilà pour les exemptions sur cette non-négociabilité. Ça, c'est en vigueur depuis le 1er novembre et c'est en cours de négociation puisque, les négociations commerciales durent toujours 3 mois. Elles ont démarré avec l'envoi des conditions générales de vente entre le 1er novembre et le 1er décembre et elles se clôturent au 1er mars. Donc ça concerne les produits à marque. Je reviendrai sur les marques de distributeurs après. Donc ça, c'est bien les produits à marque et un peu comme pour, la relation et la contractualisation amont, il y a des obligations, qui sont, imposées au distributeur pour que, lorsqu'il reçoit des conditions générales de vente, il justifie son refus de tarif, et notamment, s'il y a un refus de tarif quel qu'il soit par rapport à la matière première agricole, ça devra être fortement justifié puisque dorénavant c'est non négociable. Le fournisseur, lui, doit informer
si oui ou non il a conclu un contrat avec les producteurs, puisque la logique, j'ai pas rappelé les termes, hein, mais la logique des EGA, c'est la construction du prix en marche avant. Donc c'est bien qu'on conclue des contrats à l'amont, avant de conclure à l'aval. Donc là, sans être allé à conditionner l'un avec l'autre, on a quand même, indiqué dans la loi qu'il faut que le fournisseur informe si oui ou non il a conclu un contrat avec ses producteurs auprès de son propre client. Et ça sera forcément une demande de la part des distributeurs que de savoir si oui ou non il y a eu un contrat avec les producteurs au moment de négocier un prix à forte composante agricole. Donc il y a une remise en cause dans la loi Egalim 2 de la loi de modernisation de l'économie, qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, où il y avait, un paradigme quand même qui avait été de dire: «On confie les clés du camion à la grande distribution pour faire baisser les prix», et qui avait donc entraîné une guerre des prix un peu néfaste pour l'ensemble de la filière. Et donc on remet en cause ça, notamment avec 2 dispositions qui sont liées l'une à l'autre, qui sont, en fait, de dire qu'un fournisseur de la grande distribution, lorsqu'il propose ses conditions générales de vente, devra proposer le même tarif à l'ensemble de ses clients distributeurs. Ce tarif ne sera négociable par une enseigne ou par une autre, qu'à la condition que cette enseigne propose des services qui peuvent être, comme vous voyez à l'écran, une participation au catalogue, une place en rayon qui est, plus intéressante pour le fournisseur, une tête de gondole, une promotion, des volumes supplémentaires et cetera. Donc ces services-là devront être justifiés, financièrement, c'est-à-dire qu'ils devront avoir un prix unitaire et derrière, ils devront être indiqués dans le contrat, de manière ligne à ligne. Ça veut dire que, service par service, on devra expliciter combien ça coûte et combien ça permet de faire baisser le tarif global. Donc c'est une remise en cause et c'est pour éviter cette, négociation systématique à la baisse de la part de la grande distribution des tarifs proposés par, les fournisseurs, de l'agroalimentaire. Donc ça, non pas que ça nous concerne directement, ça nous concerne indirectement puisque c'est une manière de protéger davantage les acheteurs de produits agricoles dans leurs relations avec la grande distribution et c'est une manière d'encadrer aussi davantage les pratiques parfois déloyales de la grande distribution. Dernier élément, au cours de la vie du contrat, il existait déjà une clause pour revoir le contrat et notamment le prix en fonction, d'évolution des cours des matières premières agricoles, notamment des cours des intrants. Cette clause de renégociation, elle est dorénavant étendue à d'autres coûts, notamment les coûts liés au transport et aux coûts liés aux emballages. Elle était déjà étendue depuis les Egalim à l'énergie et ça a d'autant plus d'intérêt que dans cette période où il y a une forte inflation sur un ensemble d'intrants, au niveau y compris de la grande dis de la transformation, il y aura des renégociations certainement, y compris après le 1er mars, des contrats qui viennent d'être conclus. Donc je vais vous le faire dans les grandes lignes sur les contrats à marque de distributeur, c'était une forte demande puisque dans les EGA, on avait anticipé qu'il y aurait un peu un contournement, autorisé si, on ne encadrait pas davantage les contrats à marque de distributeur. Sachant que ça peut représenter, 30 voire plus selon certaines catégories de produits, 30 de part de marché, heu, sur, des catégories de produits. Donc c'est quand même, non négligeable en termes de débouchés de produits agricoles. Donc dorénavant sur ces produits à marque de distributeur, il y aura non pas qu'on remette en cause le système totalement, c'est-à-dire que les fournisseurs restent des prestataires qui répondent à des appels d'offres pour la grande distribution. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que dans ces contrats qui seront signés à l'issue des appels d'offres, on devra prévoir une clause pour réviser le prix automatiquement, comme je l'ai dit jusqu'à présent pour l'ensemble des contrats de la chaîne, en fonction des indicateurs de coûts de production. Donc ça, ce sera vraiment une protection plus forte pour les fournisseurs parce que ça leur permettra de ne pas être pieds et poings liés avec un seul prix pendant toute la durée du contrat MDD, quand bien même toutes leurs charges explosent. De la même manière, les efforts, d'innovation, de R&D devront être pris en compte dans le prix, ce qui n'était pas forcément le cas et le distributeur devra s'engager sur des volumes, ce qui n'était, pas non plus le cas.
et ça peut paraître peut-être aberrant, mais ce n'était pas le cas dans les contrats MDD, il n'y avait pas d'engagement de volume de la part des distributeurs. Donc il y a tout un système pour vraiment protéger le fournisseur et faire en sorte qu'il soit moins mis sous pression, notamment financière, de la part du distributeur lors d'un contrat, lors de la passation d'un contrat MDD. Donc tout ça, ça s'applique, dès maintenant, pour les avec un délai pour mettre à jour les contrats qui sont, en cours, et puis par contre pour tous les nouveaux appels d'offres, on devrait être sous ce nouveau cadre Egalim 2. Alors, il y avait un gros sujet aussi durant, la crise Covid et même qui avait démarré un peu avant, c'était ce phénomène des pénalités logistiques, avec un certain nombre de distributeurs qui infligeaient à leurs fournisseurs des pénalités dès lors que les camions arrivaient en retard, dès lors que la marchandise n'était pas tout à fait conforme et cetera, et ces pénalités étaient de plus en plus abusives en termes financiers, c'est-à-dire qu'elles dépassaient largement, le coût que ça représentait pour le distributeur et que parfois le distributeur imposait des pénalités sans même qu'il y ait eu de rupture en rayon. Donc tout ça, c'est dorénavant beaucoup plus encadré. C'est-à-dire, la seule chose qu'on pourrait faire après tout ça, c'est de les interdire totalement. Même si ça peut, ceci étant dit, avoir un aspect vertueux que de prévoir ce type de pénalité pour qu'il y ait un minimum de rupture en rayon, dans l'intérêt et du fournisseur et du distributeur. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais sachez à nouveau que les distributeurs sont, scrutés de près sur les pénalités qu'ils pourraient infliger à leurs fournisseurs dans la vie du contrat. Un sujet, j'en ai parlé en introduction, c'est sur le seuil de revente à perte. Donc la loi Egalim, prévoyait, et cette disposition est toujours en cours, hein, que, les produits qui sont achetés par la grande distribution et revendus en l'état auprès du consommateur doivent être revendus au prix auquel ils ont été achetés plus 10. Il y a eu des adaptations qui ont été prévues par la loi Egalim 2 pour dire que dans le secteur des boissons alcoolisées, on inclut, les droits d'accise qui, représentent parfois plus de la moitié du prix de vente dans le calcul du SRP. Donc ça, c'est un dispositif un peu technique, mais c'est pour éviter, des trop fortes hausses de prix, des alcools. Et par contre, il y a eu un débat pour, le sujet des fruits et légumes avec des OP qui voulaient sortir les fruits et légumes du dispositif du SRP. L'arbitrage qui a été retrouvé, avec le gouvernement et les sénateurs, c'est que, on pourra sortir certains fruits et légumes à la condition que l'interprofession en fasse la demande, donc que les producteurs soient d'accord, et à la condition aussi qu'on arrive à justifier que la hausse du SRP est susceptible d'avoir provoqué des baisses de vente et des baisses de volume. Sur la hausse du SRP, il y aura un rapport qui, devra être remis à l'issue de l'expérimentation. Donc là, un peu en amont, c'est-à-dire, le 1er octobre 2022 au plus tard, et pour véritablement expertiser si, oui ou non, ça a permis, d'améliorer, la répartition de la valeur et de mettre un coup d'arrêt véritable à la guerre des prix, et regarder où est passé un peu, l'argent, récupéré auprès des consommateurs, puisque augmenter de 10 le seuil de revente à perte, c'est une manière de faire payer un peu plus cher le consommateur son alimentation. Regarder qui a capté en partie ou en totalité cet argent, heu, notamment au niveau de la grande distribution. Dernier élément sur le volet grande distribution, c'est un décret, qui doit paraître, prochainement sur les opérations de dégagement, et là, notamment, en tête, on a les filières, viande, notamment les viandes de porc, puisque, les foires aux porcs, alors malheureusement, ce ne sera pas en vigueur cet encadrement pour le mois de janvier, mais l'idée là est de dire que lorsqu'un distributeur souhaite faire une publicité sur un prix très bas qui est lié à une opération et à un besoin de dégagement de volume, il doit en faire la demande à, une autorité, administrative, et l'interprofession doit dire si oui ou non il y a besoin de dégager des volumes, et donc si oui ou non c'est nécessaire et pertinent de faire une publicité pour attirer finalement le consommateur en magasin avec un prix très bas, au kilo sur la viande de porc par exemple.
Donc ça, c'est un dispositif important par rapport aux prix, divers et variés qui sont parfois très bas, mais qui ne sont pas pour autant des promotions, mais qui participent parfois à de la destruction de valeur, de l'alimentation vis-à-vis du consommateur. Donc voilà sur cette partie, relation avec la grande distribution. Je vais faire la dernière parce qu'elle est pas très longue, ce qui permettra de prendre l'ensemble des questions à l'issue. La dernière partie, c'est sur l'étiquetage, et donc je vais commencer par ce qui n'est pas lié à l'origine, mais qui est lié à l'information sur le prix payé au producteur. Et cette expérimentation qui est prévue sur 5 ans, d'un rémunérascore, donc dans plusieurs filières, il y aura donc plusieurs expérimentations. Il y aura une expérimentation certainement dans la filière laitière, dans la filière viande bovine et dans les filières biologiques, pour, essayer de donner une information aux consommateurs sur la manière dont sont rémunérés les producteurs agricoles lorsqu'ils achètent un produit alimentaire. Donc là, avant que ça puisse être mis en œuvre en termes même d'expérimentation, il va falloir construire une méthodologie. Donc le ministère de l'Agriculture va là, incessamment sous peu, engager des groupes de travail pour regarder un peu comment construire une méthodologie, notamment des questions qui se posent en termes de traçabilité de l'information sur le prix payé, du producteur jusqu'au produit qui est en rayon, la vérification de cette information et cetera et cetera. Alors certains diront, oui, c'est un, logo de plus, sur, les paquets, en rayon, sachant que, comme c'est écrit à l'écran, en parallèle, on a une expérimentation et certainement bientôt une obligation pour avoir un score carbone, un affichage environnemental, qui a déjà le Nutri-Score et cetera. Pour autant, c'est une demande du consommateur que de savoir si, oui ou non, les producteurs sont bien rémunérés et si, oui ou non, les allégations, de certains distributeurs ou de certains, transformateurs qui disent bien rémunérer les producteurs sont, vérifiées, pertinentes, valables. Donc ça concernait l'information sur le prix payé. Après, il y a d'autres, étiquetages qui sont renforcés avec Egalim 2, notamment sur l'étiquetage de l'origine. Alors, le premier qui est assez emblématique, c'est l'interdiction d'utiliser le drapeau français ou une carte de France si les ingrédients primaires ne sont pas français. Ce décret, il doit être écrit et ensuite transmis à Bruxelles. Il faut savoir qu'il est d'ores et déjà possible de sanctionner des entreprises qui utiliseraient à tort, ou de manière trompeuse, le drapeau français alors que, il y a rien de français dans le produit. C'est déjà possible, mais là, on va un peu plus loin puisqu'on qualifierait les manières dont on peut utiliser ou pas le drapeau français. Je reviendrai sur le sujet de la RHF et des viandes juste après pour refaire un peu la chronologie parce que c'est un sujet dont on parle depuis un moment. Mais avant cela, je vais vous résumer les autres, obligations en matière d'étiquetage qui sont prévues par la loi Egalim 2. Donc il y en a une sur les miels et donc le pays d'origine de l'ensemble des miels qui composent un mélange. Donc ça, le décret est attendu et devrait paraître, vraiment, très prochainement, en ce mois de janvier. Dans les établissements, cafés, restaurants, tout ce qui est, notamment pichet de vin, il devra y avoir une information, lisible sur les menus, les cartes des vins ou d'autres supports, sur la provenance, donc l'origine et puis, quel AOP, quel IGP, ça relève en matière de vin et puis on rappelle dans la loi Egalim 2 les modalités, pour apposer l'indication de l'origine. C'est-à-dire que si un produit se revendique avec une origine, donc origine France, mais que cette origine France n'est pas enfin, mais que cette origine, pardon, n'est pas la même que l'origine de l'ingrédient primaire, donc à ce moment-là, l'origine de l'ingrédient primaire doit être indiquée à proximité de l'endroit où on revendique l'origine. Donc s'il y a écrit origine France à un endroit du produit, souvent face avant, mais par contre, l'ingrédient, primaire n'est pas d'origine France, alors ça doit être écrit à proximité, pour pas que ce soit trompeur vis-à-vis du consommateur. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'on peut déjà sanctionner un peu ces pratiques trompeuses, puisque le drapeau français, c'est finalement une manière de revendiquer une origine. Mais en allant interdire l'utilisation de ce drapeau si les ingrédients primaires ne sont pas français, on va un peu plus loin et on est un peu plus, coercitif vis-à-vis des entreprises qui,
jouerait un peu sur les mots ou entre les lignes. Je reviens sur le sujet de l'étiquetage des viandes, de l'origine des viandes en restauration en foyer. Donc ça, c'était une obligation qui existait déjà sur la viande bovine depuis un certain temps. Vous voyez la chronologie, c'est que depuis finalement la loi Egalim, on a essayé d'en faire une obligation aussi sur le porc, les ovins et sur la volaille. Ça a été repris dans une autre loi, parce que ça avait été censuré dans la loi Egalim, ça a été repris dans une autre loi, mais à nouveau, il y a eu un problème juridique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a remis dans Egalim 2 pour, là, un décret qui cette fois-ci est en ce moment même au Conseil d'État pour une entrée en application début 2022. Donc là, très prochainement, dorénavant, dans les restaurants, on devra avoir l'indication de l'origine du porc, de la volaille, de l'agneau et puis, comme avant, de la viande bovine. C'est le cas aussi pour, les livraisons à domicile, en ce qui concerne, ces viandes, y compris lorsqu'il y a pas de salle de consommation, dans les antennes, voilà, qui livrent à domicile, il devra y avoir une information sur l'origine et ensuite, on attendra un autre décret pour informer le consommateur en RHF sur l'origine des viandes dans les produits transformés. Donc là, c'est, l'amendement, qui a été adopté qu'on appelle un peu nuggets pour que l'origine des viandes, dans les plats préparés, qui sont vendus en restauration en foyer soit aussi mentionnée auprès du consommateur comme on a pu l'avoir, en, GMS. La première des suites, c'est vous mentionner quand même qu'il y a un sujet que j'ai pas évoqué, mais que l'on n'oublie pas à la FNSEA, qui nous a toujours été très cher, c'est le sujet des rapprochements à l'achat, de la grande distribution. Alors à l'achat, mais pas que à l'achat, puisque maintenant c'est aussi beaucoup des plateformes de services, qui sont des centres de profit, pour, la grande distribution, vis-à-vis de leurs fournisseurs. Donc vous voyez, hein, un peu la répartition, des parts de marché aujourd'hui, en fonction des alliances, au niveau français, hein, Carrefour Système U d'un côté, Intermarché Casino, en deuxième, Leclerc et puis après, Auchan, Lidl et puis on pourrait rajouter, Aldi, donc ça c'est sur le territoire français où dorénavant depuis Egalim, on a un renforcement, des obligations de notification, de ces rapprochements envisagés, et potentiellement aussi, des, obligations pour revoir le périmètre des alliances. Ce qui a été fait dernièrement avec des alliances, alors qui sont plus celles-là, mais qui sont les anciennes, celles d'il y a un peu plus d'un an, c'est qu'on avait demandé à revoir le périmètre, notamment sur les marques de distributeurs et aussi sur les produits à forte composante agricole, c'est-à-dire que ces produits-là soient exclus des alliances, parce que ça aurait pu avoir un impact sur les producteurs, sur les fournisseurs dans leur ensemble. Donc ça, c'est des dispositions qui ont été ajoutées dans Egalim et qui commencent à bien fonctionner puisque la preuve, les alliances n'ont pas pu se faire comme ils l'entendaient. Mais par contre, ils envisagent d'ores et déjà d'autres alliances. Donc ça, c'est le revers de la médaille, c'est que si ça marche pas avec l'un, on va avec l'autre. Et en plus, on ajoute une dimension européenne. Alors, je vous parle pas de la dimension, digitale, où là, on est plutôt sur des alliances sur, l'achat de données, avec, Google, données consommateurs, des services de livraison avec Amazon, et cetera. Et j'en passe parce qu'il y a pas tout dans la diapo, mais il y a aussi les alliances avec des Uber Eats ou des Deliveroo, sur, la livraison, sur les systèmes de courses à domicile. Mais c'est pas là ce qui nous intéresse véritablement. Là, le sujet, c'est vraiment des formes de péage pour les fournisseurs de la grande distribution. Alors les très gros fournisseurs certes, mais qui, pour certains, transforment des produits agricoles en masse, qui sont obligés de passer au niveau de centrales de service à l'international, donc vous voyez, en Belgique, en Allemagne, et cetera, en Suisse, et s'ils ne passent pas là, ils sont pas référencés dans telle ou telle enseigne. Donc ça, c'est problématique, parce que c'est une manière de délocaliser aussi les achats de produits alimentaires et de pas se conformer aux règles, de la loi Egalim 1 et 2. Pour autant, le ministère est assez clair que, la loi Egalim s'applique quand bien même les achats se font ailleurs, ce sur quoi, les distributeurs sont pas tout à fait d'accord, en tout cas, celui qui est à 21 de part de marché. Donc, il y a un petit sujet là, important sur lequel nous, on a toujours en tête qu'il faut pas lâcher parce que c'est un sujet,
Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire interdire les concentrations à l'achat ou en tout cas, être très strict avant de les autoriser, que ce soit entre producteurs ou même, des parfois des fusions, de coopératives qui sont, compliquées par le droit de la concurrence et par contre, laisser tout faire au niveau, de la concentration de la distribution parce que, ça permettrait de faire baisser les prix. Donc ça, c'est un gros sujet pour la FNSEA. Et dernier sujet, c'est, donc la suite des travaux pour nous. Le premier point est, les plans de contrôle. Donc ça, on en a parlé à l'instant, hein, de dire qu'effectivement, la DGCCRF, va contrôler l'ensemble du dispositif Egalim 1 et 2, de l'amont jusqu'à l'aval en passant par l'étiquetage. Qu'il y a encore des décrets d'application qu'il faut tenir, des décrets qui sont déjà sortis, et c'est très bien parce que sinon ça empêchait le dispositif de fonctionner, donc j'en ai mentionné un certain nombre. Et puis il y a des décrets que l'on attend, qu'il va falloir pousser, hein, les décrets sur l'étiquetage de l'origine, notamment. Après il y a le sujet un peu de notre organisation, en réseau sur le syndicalisme économique, avec différents, axes qui ont été identifiés au niveau national. Notamment le sujet de l'implication, dans les outils économiques, donc comment mieux s'impliquer et faire, voilà, naître, des sujets liés aux débouchés et aux prix dans les coopératives, dans les AG pour traiter du sujet des Gallime et voilà, pour que la prise en compte des indicateurs et cetera. Le sujet, des discussions partenariales avec, que ce soit les industriels, les distributeurs, les acteurs de la RHF. Donc je parlais tout à l'heure d'un schéma qui nous est proposé parce que la FNSEA s'est impliquée dedans, c'est celui de la charte Origine France avec, Métro, les acteurs de la RHF, mais aussi dedans, la coopération agricole, les industriels. Donc c'est un endroit où chacun dans son département, dans sa région, peut avoir matière à discuter et à engager derrière des discussions pour, contractualiser un volume et prix. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres choses. Donc il y a des discussions qui ont été engagées, mais qui sont parfois compliquées avec des distributeurs, hein. Au niveau FNSEA, on commencé à discuter avec Intermarché, avec Auchan. Il y a eu des discussions qui ont été, menées aussi dans le réseau. Mais voilà, donc ça, ce sont, 2 axes aussi, importants de la feuille de route. Donc le suivi législatif et réglementaire, c'est ce dont je viens de parler, heu, pendant 1 heure et demie. Le lien avec les filières est très important aussi puisque tout ça, c'est très spécifique ensuite dans la déclinaison à chacune des filières, hein. On a pris l'exemple pas mal de la viande bovine, mais au-delà de la viande bovine, il y a des spécificités au secteur laitier, il y a des spécificités au secteur des fruits et légumes, quand bien même ils ne seront pas dans la contractualisation obligatoire. Il faut aller de plus en plus vers des contrats, même s'ils ne sont pas obligatoires, il faut qu'ils soient, incitatifs pour les producteurs comme pour leurs acheteurs. Donc il y a un sujet aussi là pour, pérenniser aussi, des filières de production. Et puis le dernier axe, c'est, le sujet des démarches locales, des marques locales, des magasins de producteurs, donc là qui peuvent être, lancés à l'initiative, de chambres d'agriculture, de FDSEA et cetera. Et donc ce qui est proposé, donc là c'est une manière de l'organiser avec ce webinaire, c'est d'organiser des réunions régionales, avec notre appui, à la fois administratif et professionnel, puisqu'il y a une équipe de professionnels à la FNSEA pour appuyer sur chacune des thématiques de cette feuille de route et l'appui bien sûr des associations spécialisées en lien avec chacune des, régions et des productions présentes. Et donc d'organiser un peu des réunions régionales pour structurer cette feuille de route régionale qui prend, certains points de cette feuille de route nationale et d'autres, voilà, qui fait un peu à sa sauce ce qu'il est, envisagé de faire et ce qui est pertinent de faire pour, une région.